Et voici le second épisode sur les Black Saints. En effet, après le Galaxian Wars, Ikki vole l'armure d'or du Sagittaire et manque de peu dans l'animé de la revêtir. Mais d'abord, on va parler des Black Saints pour commencer. C'est parti. Aujourd'hui, on peut effectivement penser que cette caste est l'une des moins populaires chez les fans. En plus, le côté « j'ai une armure noire comme la tienne, mais elle est maléfique », elle a été un peu remplacée par les surplices d'Adèle, j'ai envie de dire. Les armures des Black Saints proviennent de la Death Queen Island, lieu renié par Athéna. Plus tard, il sera dit que cette île serait les vestiges de l'ancien continent de Mu qui fut englouti, lieu mythique où pourraient provenir les clauses d'Athéna. A la base, les Saints ayant échoué à leur entraînement se retrouvèrent sur cette île pour obtenir une clause très facilement. Dit comme ça sonne un peu comme une contrefaçon chevaleresque, auquel Athéna mit longtemps fin. Guilty, le maître d'Ikki, envoyé par le sanctuaire, était sur cette île pour sceller justement leur sort. Ce qui explique pourquoi, dans le manga, après la mort de ce dernier, les Black Saints se font une joie de se rassembler. Toutes ces informations, elles sont issues de l'hyper-mythe qui n'est pas vraiment canonique, enfin c'est compliqué. Disons qu'il a été créé en plein milieu de la saga Poséidon, donc des éléments ont depuis été modifiés. Pour en revenir à Ikki, celui-ci est là pour assouvir sa soif de vengeance envers les enfants de Mitsumasa Kido. L'entraînement de son maître Guilty ayant porté ses fruits pour s'adonner à la haine. En plus de revêtir l'une des clauses les plus cheatées de tous les temps, et l'une des plus puissantes par extension, son niveau est nettement au-dessus de tous les autres bronzes. Bien plus tard dans le manga, Argol et Dante ont une conversation intéressante, puisqu'ils sont impressionnés d'avoir en face d'eux le saint du Phénix, qui a mis à ses pieds les Black Saints, ce qui prouve que même pour un Silver Saint, cette mission, elle n'aurait rien eu d'évidente, mais vraiment. Ce n'est d'ailleurs pas si anodin de lire que Dante, maintenant qu'il a eu connaissance de cette information, prétend qu'il va justement s'attaquer à Ikki de toutes ses forces. Mission tellement pas évidente que c'est Shaka lui-même qui intervient dans le manga. Il y a eu effectivement des changements majeurs entre l'anime et le manga. En fait, ce qui adviendra le chapitre 18 dans le manga était un récit qui est sorti à part. Et du coup, l'adaptation animée, elle n'en avait pas eu connaissance de cette information. Elle réintégrera bien plus tard quelques éléments. Quand je dis des éléments, c'est surtout Django et d'autres Black Saints. Mais ça va exclure Shaka. Et le résultat s'avère être assez décevant en comparaison de ce que nous offre ce chapitre. Et en plus, Masami Kurumada prévoyait déjà les retrouvailles entre Ikki et Shaka à plus tard, puisque celui-ci effaça la mémoire, mais que celle-ci reviendra lorsqu'ils se reverront, ce qui bien évidemment passera nettement moins bien avec les disciples de Shaka dans la nuit. En raison de la puissance de la clause d'Ikki, celle-ci a été produite en nombreux exemplaires au format Black Saint. Il s'agira donc des premiers gardes du corps dans l'intrigue. Ceci étant relativement faiblard face à ses compagnons, l'histoire fait intervenir les 4 rois célestes de la Death Queen Island. Ça va gicler. À l'époque, il était assez courant de voir s'établir des antagonistes aux attributs identiques, mais avec une version maléfique. Il paraît assez surprenant de constater que dans le manga, Django était à leur tête, mais que ce dernier était beaucoup moins puissant qu'eux. Prends ça dans ta gueule. Sur les Black Saints, les affrontements sont relativement courts. Alors ça fera plaisir à ceux qui trouvent que les combats de la série sont trop longs. Même l'anime ne s'attarde pas tant que ça sur eux. Alors bien sûr, le cas du Black Swan est assez logique car ceux-ci a eu le loisir de disputer 2 combats. Mais il est mort, c'est horrible! En parlant de cela, le lieu d'affrontement est différent entre l'anime et le manga. Dans le manga, tout se passe dans la caverne des divans, à l'intérieur du mont Fuji.
l'anime fait le choix d'orienter son intrigue dans la vallée de la mort. Alors, ce changement, il entraîne la suppression purement et simplement du frère du Black Dragon, à savoir Fukuryu. Ce personnage aveugle et caché dans l'ombre était très pratique pour frapper lâchement un Shiryu. Dans le noir, eh bien, on peut dire qu'il brille par son absence. En ça, je m'interroge justement sur le choix de l'adaptation animée. Je veux dire par là que les héros, ils affrontent leur ombre, leur clone, leur double, maléfique, ce que vous voulez, quoi. Du coup, le choix de Masami Kurumada est très judicieux. Les faire s'affronter dans une grotte, c'est parfait, ça colle à merveille avec la thématique. Et là, dans l'animé, on ne sait pas pourquoi ils ont choisi d'aérer justement, que ce soit en plein jour. Du coup, selon moi, c'est vraiment un très mauvais point de l'adaptation animée. Concernant nos héros, Yoga est encore un tantinet bien arrogant, mais les faits sont bien réels. C'est probablement le seul héros dans le manga à vaincre si facilement son double. Alors bon, ok, en même temps, Black Swan, ça semble être le moins dangereux de la bande. Shiryu, quant à lui, il va réparer ses closes et celle de Pégase par Mu de Jamir, le mystérieux Mu de Jamir. Donne beaucoup plus de sang à l'armure de Pégase qu'à la sienne, ce qui explique évidemment le changement assez radical de la clause de Pégase dans le manga, bien évidemment. Mais bon Dieu, parlons-en de la clause de Pégase. Alors, si d'emblée le plastron, il n'aura de cesse d'évoluer avec le temps, mais alors putain, mais que dire du casque? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Probablement un des faux pas de Masami Kurumada, mais vraiment. À tel point que lorsque plus tard Kiki localise la clause de Pégase lors du combat Seiya Misty, alors mystérieusement, bon bah il retrouve pas le casque. C'est un heureux hasard en somme. Je pense que l'auteur s'est forcément rendu compte que ça marchait pas, ça fonctionnait pas. Dans l'animé, les clauses n'évolueront pas. Il faudra attendre la fin du sanctuaire, probablement pour des raisons commerciales par rapport aux jouets. De plus, l'armure de Seiya elle est tellement différente qu'on a guère l'impression qu'il affronte son double actuel dans le manga, ce qui est assez cocasse. Bien que le combat soit très expéditif, le Black Pégase est très puissant en raison de son Black Ryuseiken lui assurant au mieux un match nul. Alors cette attaque, elle provoque une violente fièvre chez la victime, et cette attaque passe à travers les clauses, de quoi largement punir la grande confiance que portait Seiya en sa nouvelle armure. Notons que Black Pégase est incarné par le charismatique Shigeru Nakahara, qui incarnera bien plus tard le flamboyant Albéric, ainsi que Shiva et chaud. D'où Jésus? Le Black Swan, bien qu'il paraît très faiblard et lâche au premier abord, fait preuve d'un esprit de sacrifice. Dans le manga, il se crève lui-même un œil pour le téléporter à Iki. Grâce à cela, les attaques de Yoga n'auront aucun secret pour lui. Une défaite certes facile au premier abord, mais qui aura des répercussions par la suite. L'honneur est donc sauf pour le Black Swan. Alors, si le Black Pégase gêne l'avancement de Pégase, si le Black Swan sabote le combat d'Iki et Yoga, qu'est-ce qui reste sur le Black Andromeda? Si ce n'est le Black Fang des Bloods, qui restera, je pense, dans les annales. Je peux prier. Pardonnons à ceux. Vous sentez mes oraisons jaculatoires le long de votre colonne vertébrale. Le délicat tintement des perles de mon chapelet. Les cœurs humains que j'ai menés en enfer. Mais vu le contexte dont se déroule le combat, on a de cesse de souhaiter une mort ultra violente et définitive sur le Black Andromeda. Et dans le petit détail qui tue, Black Andromeda est incarné par Kaneto Shiozawa, dont je parlais dans la précédente vidéo, qui incarne donc en parallèle Mu. Good job. Le Black Dragon est un cas vraiment à part. Déjà, contrairement à ce qu'on pouvait penser, c'est indéniablement le plus puissant des quatre. Alors, il mettra à rude épreuve Shiryu, qui était toujours en convalescence à ce moment-là. Alors, il est d'abord présenté comme un être mauvais dénu de tout sentiment, et en fait, son cas est beaucoup plus complexe que cela. Déjà, dans le contexte où Shiryu doit justement en finir le plus rapidement sur ce combat pour aider Shan et Seiya, le Black Dragon ne comprend absolument pas ces sentiments-là, il ne comprend absolument pas la nécessité d'aider
propres compagnons. Et cette intrigue, ce questionnement va soulever, va traîner quelque chose et transformer donc le Black Dragon à la toute fin. Dans une petite scène qui rappellerait presque Hokuto no Ken dans la façon où il guérit Shiryu. Et choix assez curieux, mais nous avons la première censure musicale de Saint Seiya lors de sa diffusion française. C'est-à-dire que lorsque la fin du combat arrive entre le Black Dragon et Shiryu, nous avons une musique qui s'appelle donc Can't Say Goodbye, qui sera bien plus tard réintégrée dans la série dans les éditions DVD et Blu-ray françaises. Alors, je profite également de cette vidéo, c'est-à-dire que lors d'un livret français sur un produit DVD, pour être tout à fait exact, il y avait une bizarrerie qui était arrivée sur les Chevaliers Noirs. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez, tout comme moi, les Chevaliers Noirs, ils n'ont pas de nom. Ils ne s'appellent pas Seiya, Shiryu ou quoi que ce soit, excepté le frère du Dragon Noir, excepté lui dans le manga. Mais sinon, ils n'ont pas de nom. Et une fois, on avait pu lire sur un livret que, par exemple, le Black Swan s'appelait Jido, que le Black Pegasus s'appelait Kenuma. D'où proviennent ces noms? En fait, certaines personnes font une petite confusion avec ça, c'est-à-dire que d'autres Black Saints interviennent beaucoup plus tard dans l'Outside Story numéro 1, scénarisé par Takao Koyama, et effectivement, deux nouveaux chevaliers noirs reviennent pour attaquer en traître Shun puis Ikki également. Et du coup, beaucoup de gens peut-être cette erreur de penser que les noms qui ont été donnés dans cette Outside Story sont les noms de ceux qui apparaissent tout au début de la série, or ils n'ont strictement rien à voir. Précisons que dans le manga, pour échapper aux Silver Saints, qui font une joie de s'emparer des chevaliers de bronze et à distance, Mu fait passer un habile tour de passe-passe. Les Black Saints deviennent en fait les véritables bronzes selon les chevaliers d'argent, à cause de l'illusion de Mu. Supposant alors que dans le manga ceux-ci étaient encore vivants, Seiya exprime alors sa peine quant à leur disparition, assez injuste en effet. Pour revenir enfin à Ikki, dans cette bataille, il sort gagnant contre Hyuga et ce grâce à la maîtrise de ses sentiments et accessoirement grâce au Black Swan. Face aux autres bronzes, on fait enfin la connaissance de son attaque ultime. Une autre différence avec l'anime, c'est que lorsque Seiya revient sur le champ de bataille, après avoir été guéri par Shiryu, il est sans armure. Enfin, il n'a plus que ses jambières quoi. Et au nom de cette différence, la scène où Seiya attaque Ikki lorsque celui-ci n'a plus sa clause, lorsqu'elle est brisée, elle passe pas très bien dans l'anime. Alors que dans le manga, on pense que Seiya est revenu au même stade que Ikki, qui sont désormais à égalité. Là, ok, c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus clair. En parlant de cela, la génération de la clause d'Ikki. Alors ça, c'est vraiment une belle bénédiction pour l'auteur. Déjà, l'armure, elle revient un petit peu quand elle veut, donc super. Et cette régénération est d'ailleurs inédite chez les Chevaliers d'Or, selon Shaka. Par la force de ses compagnons, Seiya parvient à vaincre Ikki, lui qui avait déjà rejeté tout sentiment. Arrive alors l'énorme révélation où Ikki révèle à Seiya qui son frère... Non, pardon. Tous les garçons de la fondation étaient en fait les enfants de Mitsumasa Kido. Bon alors, j'avais déjà évoqué la raison sur la précédente vidéo, donc je vais pas vous refaire un petit topo. Mais cette information permet largement à Ikki de crédibiliser sa haine envers Saori Kido et son grand-père. Interrompu par les Silver Saints ou les Chevaliers d'Argent à distance dans le manga, dans l'anime, c'est Dokrath qui s'essaye à cet exercice. Ce personnage introduit comme faisant partie de la garde rapprochée du Grand Pop permettra au scénariste de gagner du temps concernant l'avancement du manga. Sa défaite fera parler d'elle au sanctuaire puisque quelques protagonistes l'évoqueront derrière. D'autres personnages de la garde rapprochée du Grand Pop apparaîtront. Cette classe qu'on appelle aussi autre ne possède pas de constellation ni de rang. Donc pas de silver, ni de bronze, ni d'or quoi. Pas nécessairement une partie qui reflète le mieux la série. C'est toujours en mémoire le casque de l'armure d'or du Sagittaire frappant Gist, la leaduse des Ghost Saints. Une fois par terre, elle est achevée par Seiya.
Et c'est dans cette petite partie que j'inclus justement dans ces vidéos des Black Saints, parce que je n'avais pas vraiment fait une vidéo à part, où apparaît justement donc le maître de yoga, le Crystal Saint. Alors ce personnage fera de nombreux débats, puisque dans le manga, Camus n'était pas encore apparu, on ne savait pas s'il allait, si Masami Kurumada allait pondre quelque chose autour de yoga. L'anime choisit de dévancer cela. Alors qu'on aime ou pas le Crystal Saint, il y a quelque chose que je trouve assez fabuleux, n'empêche, avec ce personnage, c'est que la Toei Animation, elle assumera jusqu'au bout l'insertion de ce personnage. C'est-à-dire que vous regardez la saga Poséidon, notamment avec Isaac, le Crystal Saint n'aura de cesse de réapparaître. Et ça, je trouve ça vraiment très courageux, justement, d'aller jusqu'au bout des choses. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit avec d'autres séries qui insèrent des personnages fillers. Et là-dessus, je trouve que c'est vraiment une excellente chose. Pas sûr que la résurrection d'Iki face à l'anecdotique Enetsu Saint marque tout autant les mémoires. Car c'est avec cet épisode où intervient cette magistrale règle où Iki vient à la rescousse de Shun. Ça n'aura de cesse d'être repris par les films. Shun, daijoubu ka Shun. Pourquoi? Allez, je suis mort, c'est fini pour aujourd'hui. On va se coucher. Mais attendez! Voilà, cette vidéo est terminée sur les Black Saints et sur les petits suppléments qu'il y a après. Donc rendez-vous sur une prochaine vidéo pour les Silver Saints et à bientôt!